Bienvenue à Parlons-en, une émission que nous consacrons aujourd'hui avec Patrice Trappier du Journal du Dimanche à la place de l'islam en France et peut-être aussi plus généralement en Occident. Alors y a-t-il une peur de l'islam ou s'agit-il plutôt d'une tentation islamophobe? Pour en débattre, le philosophe et écrivain Alain Finkielkraut et puis aussi Ahmed Jabala, le président de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Alors avant de vous donner la parole, retour en image justement sur ces 2 semaines de colère qui ont secoué le monde musulman, un sujet d'Éléonore Picot. And this shall be the first Muslim animal. What is your name? C'est un extrait vidéo de 14 minutes qui a mis le feu aux poudres, l'innocence des musulmans, un brûlot anti-islam retraçant la vie du prophète Mahomet, la toile et la rue arabe s'est aussitôt embrasée. De violentes manifestations ont éclaté au Caire puis à Benghazi en Libye où l'ambassadeur américain Chris Stevens a été tué dans l'attaque du consulat. Nous rejetons tous les actes de dénigrement des croyances religieuses d'autrui. Mais il n'y a aucune justification pour ce type de violence insensée. Aucune. Le monde doit prendre position sans ambiguïté et rejeter ces actes brutaux. Face à la montée des violences, le Liban a interdit la diffusion du film sur Internet, le Brésil a fait bloquer les liens sur Google ou encore la Russie sur YouTube. En France, quelques jours plus tard, le journal satirique Charlie Hebdo sort sa dernière édition avec de nouvelles caricatures du prophète Mahomet et se retrouve accusé de jeter de l'huile sur le feu. Ce ne sont pas les musulmans qui apportent une nouvelle provocation, c'est Charlie Hebdo malheureusement. Je ne pense pas que sous couvert de la liberté d'expression, une personne peut insulter une autre personne. Le contexte mondial ne sera jamais favorable à rigoler de l'islam radical ou des religions en général. Donc si on tient compte du contexte, on ne parle plus de rien, jamais, c'est terminé. Dans la foulée, pour éviter tout risque de nouvelles violences, la Tunisie interdit vendredi dernier, jour de grande prière, tout rassemblement. Et à Paris, interdiction est également faite de se rassembler. Toute manifestation qui vise à troubler l'ordre public, à provoquer, à attiser les esprits, à semer la haine, ne sera pas autorisé. Dans cette actualité brûlante, Marine Le Pen joue la carte de la surenchère. À la veille de son université d'été, la leader frontiste émet cette idée, pas de kippa et de voile dans la rue, et propose de mettre tous les intégristes étrangers dehors. Mais que n'aurait-on pas dit si j'avais limité cette interdiction à la religion musulmane? Mais on m'aurait probablement brûlé sur le bûcher médiatique pour islamophobie. Je me méfie de ceux qui, comme Madame Le Pen, se déclarent être les avocats de la laïcité. Non, ce sont les incendiaires du débat public. La laïcité, elle est faite pour protéger, pour apaiser. Elle n'est pas faite pour jeter les uns contre les autres. Alors forcément, les propos de Jean-François Copé ne vont pas apaiser les esprits. Et je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes qui dont la peau est blanche et qui vivent dans des quartiers où ils se sentent en réalité presque pointés du doigt dans leur vie quotidienne. Respect des religions, respect de la liberté d'expression et respect de la laïcité, un cocktail explosif pour la République en débat. Alain Finkielkraut, dans la République française laïque, est-ce qu'il y a un problème avec l'islam ou plutôt avec l'intégrisme islamiste? Le problème est avec l'intégrisme islamique ou islamiste, mais le regret qu'on peut avoir, c'est que les musulmans modérés ne s'élèvent pas avec une vigueur et une visibilité suffisante contre cet intégrisme. Lorsque des intégristes catholiques protestent contre la profanation du visage du Christ, à propos d'une statue ou d'une peinture Pisse-Christ, ou contre une pièce qui leur paraît sacrilège, ils ont de bonnes raisons, mais toute l'intelligentsia française proteste, et notamment des catholiques. Donc j'aurais aimé, moi, voir, le film on en parlera, mais il y a l'affaire Rushdie. Ce qui aurait été très important, c'est de voir, aujourd'hui comme hier,
des musulmans laïcs et même des musulmans religieux dire qu'on n'a pas le droit de traiter un écrivain comme ça. Et vous savez que, à la faveur de ce film, la récompense pour celui qui tuerait Rushdie, qui l'assassinerait, a été augmentée très substantiellement. C'est absolument scandaleux qu'un État puisse se permettre d'agir ainsi. C'est un État qualifié d'islamiste. J'attendrai des musulmans qu'ils protestent avec la plus grande vigueur contre les agissements, si vous voulez, de gangsters d'un tel État. Est-ce que vous comprenez que les musulmans puissent se sentir stigmatisés dans la société française? Et après, on passera la parole à Ahmed Jabala. Je ne crois pas qu'ils soient stigmatisés dans la société française. Je comprends qu'on puisse se sentir offensé par un certain nombre de dessins ou de caricatures. Je n'ai pas moi-même, si vous voulez, un goût particulier pour les caricatures. Simplement, je plaiderais, si vous voulez, pour davantage de tact si ceux qui se sentent offensés ne se faisaient aussitôt menaçants. Car depuis la fatwa contre Rushdie, depuis l'assassinat de son traducteur japonais, depuis l'agression contre le caricaturiste danois, les écrivains occidentaux n'osent plus s'en prendre à l'islam. Et personne, par exemple, n'oserait, au pays de Voltaire, monter la pièce de Voltaire, Mahomet. Donc, si vous voulez, là, il n'y a pas un rapport à la stigmatisation qui exigerait du tact, il y a un rapport à la menace, et face à la menace, il ne faut pas céder. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Ahmed Jabala? Est-ce que vous vous sentez stigmatisé? Est-ce que pour vous, il y a une peur de l'islam? Est-ce que c'est silence? Trop de silence des modérés. Oui. Tout d'abord, stigmatiser, c'est une réalité. Il faut revenir pendant ces semaines dernières pour voir combien de mosquées en France profanées. C'était pratiquement toutes les semaines 1 ou 2 mosquées profanées. Et d'ailleurs, les musulmans ont toujours, à cette occasion, demandé à ce que l'État puisse faire son travail, son rôle. Ce ne sont pas les musulmans qui s'en prennent à des personnes qui peuvent être accusées de ces profanations. Deuxièmement, je pense, revenant justement à la question des caricatures, il y a eu quand même une position très claire qui était cette fois, je dirais, médiatisée quand même, de la part de toutes les organisations et les fédérations musulmanes qui appelaient, malgré cette offense due à ce film insultant et ces caricatures injurieuses, ils l'ont appelé quand même au calme. Et quand vous dites malgré cette offense de ce film anti-musulman, oui, ça pose la question de la possibilité de blasphémer ou pas. Est-ce qu'on peut se moquer éventuellement de l'islam et du prophète, ou est-ce que c'est proscrit, est-ce que c'est interdit? Non, c'est-à-dire là, il y a la position du croyant... Et c'est valable aussi pour les caricatures. Hein. Oui, il y a la position du croyant musulman, lorsqu'on parle de l'islam, du prophète de l'islam, d'avoir cette attitude de respect vis-à-vis du prophète, parce que le prophète pour les musulmans, c'est un acte de foi, c'est pas seulement la personne. Et je pense, la question, lorsqu'on vit dans une société de diversité telle que la nôtre, c'est une question qui est posée. Et j'aimerais bien que le débat soit ouvert, parce que liberté d'expression, il faut le dire, que les musulmans, ils n'ont aucun problème. Au contraire, moi je dirais que la liberté d'expression pour nous, elle est fondamentale. On doit, c'est pas seulement la respecter, mais la défendre. Et je dirais que dans l'histoire de l'islam, la civilisation musulmane a connu les débats polémiques, les controverses, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'on peut imaginer certaines limites? Parce que si on revient même aux lois, au texte de loi, il y a quand même des limites qui sont opposées par la loi elle-même par rapport à des dérives. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire des appels au meurtre suite au film Non, ça c'est condamnable. C'est-à-dire nous, au niveau de l'OIF, dès le premier jour, nous avons fait un communiqué clair où nous condamnons d'une façon claire, sans équivoque. Nous avons même adressé une lettre de condoléances à l'ambassadeur des États-Unis tout en disant que malheureusement on s'indigne, c'est pas comme ça qu'il faut. Et c'était la position effectivement, comme j'ai dit, de tous les musulmans de France. On a craigné la semaine dernière des manifestations, mais grâce justement à la mobilisation des imams dans les mosquées, on a pu éviter toute manifestation. Donc Alain Finkielkraut se trompe, il n'y a pas de silence des musulmans modérés. Moi, je pense que les musulmans, d'ailleurs, M. Finkielkraut, il a parlé beaucoup de Rushdie,
il faut rappeler que cette fatwa, c'est une fatwa d'une tendance dans l'islam chiite. Et vous savez que les musulmans sunnites partout dans le monde, ils n'ont jamais donné écho à cette fatwa. Alors il ne faut pas non plus généraliser, parce que c'est une tendance intégriste parmi l'islam chiite, et qu'elle est instrumentalisée politiquement. Tout le monde sait, l'Iran aujourd'hui attaqué, elle essaie à travers ses fatwas de jouer le surenchère. Mais je pense que le monde musulman, les chiites ne sont qu'une minorité. Le monde musulman, ils n'ont jamais... bon, certes, ils ont trouvé que dans l'œuvre des versets sataniques, il y a une atteinte, mais jamais personne n'a demandé le meurtre de Rushdie. Quand on vous entend, Alain Finkielkraut, on a l'impression que dans la société française, il y a un tabou autour de l'islam. Non, je ne dirais pas cela. Je sais que aujourd'hui, je suis au courant du conflit qui existe entre sunnites et chiites. Je vois bien ce jeu de surenchère du côté chiite qui est rendu nécessaire en quelque sorte par la guerre en Syrie. Les chiites étant du mauvais côté veulent se rattraper. Il n'empêche que j'aurais souhaité davantage qu'une abstention des musulmans sunnites ou des musulmans modérés pour ce qui concerne Rushdie, j'aurais souhaité une protestation vigoureuse et même spectaculaire. Mais sur la liberté d'expression, c'est là que je voudrais... Je pense, je ne dirais pas qu'il y a un clash des civilisations, un choc des civilisations. Je me demande s'il n'y a pas un fossé des civilisations. J'ai été très sensible au discours que Obama a prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies. La moitié de son discours, il l'a consacré à expliquer, devant un auditoire incrédule, étonné, ce qu'est la liberté d'expression. Ce qu'est la liberté d'expression veut dire que si un film comme cela est diffusé sur Internet, le gouvernement américain n'y peut rien, d'autant plus que l'application de la liberté d'expression aux États-Unis est beaucoup plus radicale qu'en France. Mais le gouvernement n'y peut rien, première chose. Deuxièmement, l'idée en Occident, c'est que à la liberté, à des discours de haine, on ne répond pas toujours par la répression, mais par plus de discours. Et parce que ce qu'il y avait de fascinant, c'est que on est reproché dans le monde arabo-musulman ce film aux autorités américaines. Pour pouvoir faire ce reproche, il faut n'avoir aucune idée de ce qu'est précisément la liberté d'expression, car la liberté d'expression limite par définition le pouvoir de l'État. Et on va peut-être revenir en France. Avec les déclarations de Jean-François Copé cette semaine. Le racisme anti-blanc, ça existe ou pas, Ahmed Jabala, le racisme anti-blanc? Écoutez, moi je ne sais pas, ça peut exister. Moi, j'ai vu dans des comportements, je dirais, de certaines personnes, mais peut-être il a oublié de dire qu'il y a un racisme aujourd'hui contre tous les citoyens français d'origine étrangère, issus de l'immigration. De toute façon, le racisme à l'embauche, c'est une question qui est prouvée aujourd'hui avec des études, aujourd'hui scientifiques, et je me demande qu'est-ce que les politiques ont fait pour combattre ces racismes-là. Parce que le racisme, tel qu'il soit, quel que soit je dirais, il n'a pas de raison. Et il doit être combattu. C'est par ce combat contre tous les racismes que nous arrivons justement à isoler ceux qui veulent avoir des attitudes racistes. Parce que quand Jean-François Copé parle de racisme anti-blanc, ça renvoie à une déclaration, une analyse, un constat de Julien Drey. On l'entendait sur France 2 lundi soir. La République est devenue politiquement correcte. On a laissé se développer des cellules cancéreuses. Ahmed Jabala. Je pense que parler des intégrismes dans toute communauté religieuse, c'est une réalité, bien que ces intégristes ou extrémistes restent une minorité. Nous avons toujours dit qu'on vit dans un pays de droit, que les musulmans, comme tous les autres, ils n'ont aucun droit au privilège. Tout ce qu'ils demandent, c'est de vivre leur religion dans l'indifférence, comme toutes les religions. Une fois qu'on dépasse ou on défie les lois, bien sûr, il faut que la loi s'applique. La loi s'applique à tous les citoyens, au-delà de leur appartenance religieuse. Patrice anti-blanc, alors c'est un slogan de campagne pour gagner l'UMP ou une réalité? Je ne pense pas que ce soit seulement un slogan de campagne. Je lis dans Le Monde que jusqu'à présent,
l'utilisation politique du concept de racisme anti-blanc était l'apanage quasi exclusif de l'extrême droite. Donc, il s'agirait, pour une droite dite décomplexée, d'aller chasser sur les terres de l'extrême droite. Je n'aime pas l'idée d'une droite décomplexée. Un homme décomplexé, un mouvement décomplexé, ça ne me dit rien de bon. La réserve, la pudeur, la honte, c'est l'humanité même. Mais le racisme anti-blanc existe et le monde, justement, ça c'est la schizophrénie journalistique, en fait parfois état sans oser le nommer. Mais je donne un exemple entre 100. Une enquête à Cavaillon, ville où il y a des troubles constants, eh bien, le maire de Cavaillon dit que dans certains quartiers, des employés municipaux ont été accueillis par ce cri « Putain de Français, venez nettoyer notre merde ». Et les premiers à avoir parlé réellement de ce racisme, ce sont les auteurs des territoires perdus de la République. Ce qu'il advient... On va parler justement de ça et des implications au sein de l'éducation nationale. Oui, alors ce qu'il advient par exemple d'un élève qui change de lycée, qui se retrouve isolé, mal vu parce qu'il répond que c'est un bon élève, mais de quoi est-il traité? De français, de blanc-bec, d'intello. Tu viens de Saint-James, tu es catholique, tu manges du porc, tu es un porc. Tu crois en Jésus, viens te battre. Est-ce qu'à partir de ça, on peut généraliser les choses? Je ne dis pas. Alors quand je dis que ce racisme... De même qu'on ne va pas dire que tous les Français sont coupables de racisme quand des actes de racisme ou des propos racistes à l'égard des musulmans sont proférés. De même, il ne s'agit pas de mettre tous les musulmans ou tous les arabes dans le même sac. Simplement, cette réalité existe. Cette façon que certains immigrés ou enfants de l'immigration, davantage, ont de ne pas se qualifier eux-mêmes comme français alors qu'ils sont français, de désigner les autres français comme français et comme blanc. Ce schisme existe, il doit être traité, et je suis désolé de voir les médias faire comme si le problème n'existait pas sous prétexte qu'il était utilisé par le Front National. Aucun racisme ne doit servir d'excuse à l'autre, mais aucun racisme ne doit être non plus occulté. On va laisser peut-être Ahmed Jabala vous répondre. Il y a des territoires perdus. Écoutez, s'il y a des cités où la vie elle est difficile, il faut chercher du côté des questions sociales, il faut chercher du côté du chômage. Je pense. Est-ce que vous parlez aussi comme certains d'humiliation? Il y a ce sentiment, il y a ce sentiment de stigmatisation, il y a une frustration, parce qu'encore une fois, je reviens, il ne faut pas prendre ces attitudes ou ces actes qui sont vraiment isolés pour les comparer avec des difficultés au quotidien. Moi, je vous dis aujourd'hui, des jeunes, parce qu'ils sont basanés, ils sont arabes, etc., qui sont français, qui ont toujours vécu en France, ils ont la culture française, ils trouvent du mal aujourd'hui pour avoir du travail, pour s'insérer socialement dans la société. Il faut dire que ce racisme-là, c'est plutôt le racisme qui règne. Mais encore une fois, tout racisme est condamnable. Alors vous dites qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. Vous dites tout racisme est condamnable, ça nous renvoie à la manifestation du 15 septembre qui a eu lieu devant l'ambassade des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette manifestation? Un certain nombre de jeunes salafistes, on a dit que c'était des salafistes, crier, scander, égorgeant les juifs. Alors ça veut dire que l'antisémitisme a le droit de citer dans nos quartiers? Non, non, bien sûr. Et on voit les images actuellement. Oui, ces insultes sont aussi fortement condamnables, nous l'avons dit. Et je dirais que à côté de ces jeunes dits salafistes, on a remarqué aussi des jeunes des cités qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est encore une fois peut-être pour certains l'occasion pour exprimer leur frustration, etc. Mais on peut exprimer. Il y a un combat commun entre la République française et les autorités musulmanes contre ces dérives. Bien sûr. Je vous ai dit que nous avons eu des épreuves différentes en France. Une question. Vous dites c'est un moyen pour ces jeunes d'exprimer leur frustration. Ça veut dire que pour exprimer sa frustration, il faut dire à mort les juifs? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire lorsqu'ils viennent manifester, ils n'ont rien à voir avec la religion. Je dirais il y a des jeunes qui sont pas même, ils n'ont rien à voir avec la religion, qui viennent manifester
pour justement exprimer un certain malaise. Mais encore une fois, bon, ça, c'est pas pour justifier, bon, pour expliquer qu'il y a justement ce malaise qui existe là, et il faut le condamner, bien sûr, et ça a été fait. Moi, je vous rappelle que les musulmans de France, on a passé par des épreuves difficiles, et tout le monde disait que ça va exploser. C'était la guerre des Golfes, c'était bien sûr l'attentat aux États-Unis, c'était beaucoup d'affaires. Et chaque fois, les musulmans de France ont fait preuve de responsabilité, de sérénité, de calme. Il ne faut pas avoir peur parce que je pense aujourd'hui, on joue sur la peur, effectivement. Pour des et qui joue sur la peur, les politiques ou la société française? Il y a des extrêmes dans la politique qui jouent sur ça. C'est surtout les politiques. Je pense que la peur existe, comme je l'ai dit. Des gens blessés réagissent à l'offense ressentie par la menace, d'où une tendance à l'autocensure. Nous parlions tout à l'heure de Rushdie. Je veux bien que Rushdie ait été l'objet d'une fatwa chiite et d'une tendance intégriste du chiisme. Mais il y a aussi un écrivain, un philosophe en tout cas, beaucoup moins célèbre, mais en France, qui vit sous protection policière, caché encore dans la clandestinité, le philosophe Robert Edeker, qui a présenté dans un article publié en 2006 par Le Figaro, Mahomet comme un chef de guerre impitoyable. On a vu ce qui lui est arrivé. Donc, tout cela crée un sentiment... Personne, monsieur, ils ont menacé ce philosophe. Mais il y a une personne, si on dit que les musulmans sont 5000... C'est une fatwa. Non, c'est une lettre. C'est une lettre adressée par une personne, et elle exprime son point de vue. Pourquoi aujourd'hui on veut porter ce fardeau sur l'ensemble? Il ne faut pas généraliser les choses. Mais je ne dis qu'il ne faut pas généraliser. C'est une seule personne qui a été condamnée. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des intégristes catholiques qui s'opposent à l'avortement, qui peuvent mener parfois des actions, cela n'accuse en rien l'Église catholique. Non, mais l'Église catholique contre. C'est pareil pour l'islam également. Alors, il ne faut pas seulement... Oui, il faut qu'on avance quand même, parce qu'il faut aussi qu'on parle de ce qu'a annoncé cette semaine Manuel Valls. Il dit s'il y a des prédicateurs de haine sur le territoire français, ils seront expulsés. Ça nous renvoie aussi à ce qui s'est passé au dernier congrès du OIF, où un prédicateur qatari d'origine égyptienne a été interdit de territoire français. Il y en a plusieurs, je crois. Et plusieurs même. Oui, écoutez, de personnes étrangères, je pense qu'on est dans un pays de droit. S'il y a une personne, il est tout à fait... c'est-à-dire il y a les faits qui montrent qu'il est impliqué dans le fait de défier les lois ou se mettre contre les lois, bien sûr, il y a des mesures à prendre. Mais pour revenir aux personnes interdites, c'était, si vous voulez, dans une campagne électorale. Et c'était après la Fermera. Comment? C'était après la Fermera. Oui, tout à fait. C'est justement le contexte de l'époque. Nous avons compris cette décision. Mais il faut vous rappeler, l'un des interdits, lors de ce film américain, Cheikh Al-Qaradawi, il a fait un communiqué. Il est le président de l'Union internationale des savants musulmans, où il dit clairement aux musulmans, il ne faut pas se tromper. Les États-Unis, ils n'ont aucune responsabilité par ce film-là. La violence, ce n'est pas le moyen de répondre. Essayez de rester dans l'esprit de votre prophète, dans la tolérance et le pardon. Voilà les personnes qu'on interdit. Attendez, le Cheikh Al-Qaradawi s'est rendu célèbre, entre autres choses, par des propos extrêmement violents contre les Juifs, contre leur arrogance, et il en est venu à dire que Hitler leur avait administré une bonne leçon. Il n'est pas chiite, il est sunnite, il était présent, place Tahrir, pendant la Révolution, au cœur du printemps arabe, accueilli véritablement avec vénération par les manifestants. Voilà comment il s'exprime. Il y a de quoi tout de même être inquiet. Il y a de quoi nourrir la peur. On va essayer de conclure sur une note peut-être optimiste. Pourquoi les élites françaises, laïques et religieuses, j'insiste, n'arrivent pas à s'unir pour pacifier la société française? Et est-ce qu'on peut parvenir à une union? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut essayer de surmonter ces moments de crispation, de tension, pour essayer d'ouvrir un débat serein. Je pense aujourd'hui que... Sans double discours. Sans double discours. Mais encore une fois, il faut y avoir de la confiance, parce que parfois on nous accuse avec des choses qu'on nous attribue alors qu'on n'a pas dites,
Et lorsqu'on dit, on a des positions claires, on nous dit, mais est-ce que vous avez une autre intention? Parce que là, on ne peut pas juger les intentions, il faut juger à partir des prises de position, à partir des actes. Et à mon avis, on a dans la société française aujourd'hui tout l'intérêt, à la fois de la société tout entière et des musulmans, et de toutes les familles religieuses et intellectuelles, d'ouvrir un débat serein par rapport à la place de l'islam. Et je vous assure que les musulmans n'ont rien à revendiquer qu'une laïcité neutre, équitable, soit respectée pour tout le monde. Alain Finkielkraut, il y a 30 secondes pour la conclusion. 30 secondes, c'est ce que disait Obama. Hein. Toujours plus de discours, donc en effet, débat, discussion, et je serais très heureux de recevoir Monsieur Djebala à mon émission sur France Culture pour un débat serein sur la place de l'islam en France. En tout cas, c'est ce qui a été le cas aujourd'hui, ça a été un débat serein. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas besoin, Alain Finkielkraut, Ahmed Djebala, la peur de l'islam, il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'islam. Je pense qu'il n'y a pas de raison justement d'avoir peur. Ouvrons le débat. On va voir que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important qui peut nous faire diverger. Alors c'est la fin de Parlons-en. Merci à la Finkielkraut, Merci Ahmed Djebala d'avoir confronté vos analyses sur la place de l'islam, notamment en France. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.